quelles seraient vos mesures pour essayer de, de réaliser une plateforme commune favorisant l'unité de la droite? J'ai regardé ce qui s'est passé pour la gauche. C'est très instructif, je vous conseille de vous y replonger. Comment en réalité la gauche, qui a quasiment perdu toutes les élections nationales, qui a perdu toutes les élections nationales de 1958 à 1981, tout en gagnant les élections locales en permanence, a réussi enfin à gagner en 1981. On l'oublie par le programme commun. Et aujourd'hui, ça peut sembler une évidence de l'histoire, mais souvenez-vous, à l'époque, le Parti communiste, c'est le Parti communiste de Georges Marchais. C'est un parti communiste dur, aligné sur l'Union soviétique. Ça n'a rien à voir avec l'actualité, le Parti communiste d'aujourd'hui. Et en réalité, le fossé qui sépare le Parti communiste, puissant à l'époque, du Parti socialiste et des radicaux de gauche, est 3 fois plus important, j'ai envie de vous dire, que ce qui sépare aujourd'hui le futur ex-Front National des Républicains ou d'autres mouvements. Simplement, à un moment, ils ont fait le même constat que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire sans alliance, on perd. Voilà. On pourra gagner des villes, et je pense que si on ne se rapproche pas à droite, on gagne. Les européennes, il y aura forcément des listes séparées. Ça, c'est logique, c'est un scrutin à la proportionnelle. Les municipales, ça va être du grand n'importe quoi. On va peut-être s'allier à Paris contre Hidalgo, s'affronter dans d'autres villes. Mais on gagnera les municipales, on gagnera peut-être des cantonales ou des élections locales. Mais en tout cas, on reperdra les législatives si on ne change pas de stratégie. Donc comment faire? À mon avis, d'abord avoir la volonté de travailler ensemble. Je le répète, ne plus jeter d'exclusives. Et puis à un moment, se mettre autour d'une table et dire voilà, qu'est-ce qui nous rapproche? Il y a des choses sur lesquelles on est très éloigné. Notamment au niveau économique, soyons clairs, aujourd'hui il y a un fossé entre le programme de ma formation et le programme d'autres formations. Mais sur les sujets régaliens, et les sujets régaliens sont très souvent ce qui conditionne l'avenir de la nation, les programmes ne sont pas si éloignés que ça. Je dis sous forme de boutade, quand je lis le programme du Front National, c'est quasiment le programme du RPR des années 80. Alors, bon, je ne sais pas qui est allé vers l'autre ou qui a reculé, qui a avancé, tout ça c'est un débat totalement sans intérêt, mais en réalité aujourd'hui on est très proche. Quand je lis les positions au niveau de l'Union européenne, là aussi les discours sont très proches. Par contre les actes sont par moments pas très proches. Donc là aussi peut-être qu'on doit mettre nous en adéquation nos actes et notre discours. Mais en conclusion, voilà, il faut d'abord se mettre sur la table, essayer de définir une méthode. Et je vous invite à relire ce qui s'est passé, je le répète, au moment de l'Union de la gauche. François Mitterrand a fait un geste révolutionnaire. Je dis bien révolutionnaire parce qu'à l'époque, discuter avec le Parti communiste, pour ceux qui ont mon âge ou plus, moi je me souviens, on était persuadés et on répétait que si le programme commun gagnait un jour les élections, c'était les chars soviétiques quasiment sur les Champs-Élysées. Voilà. Excusez-moi, c'est aussi grotesque que de dire si on gagne les élections un jour avec une alliance avec le Front National, on aura le retour du fascisme. Voilà. Regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Autriche. Il y a des pays qui savent être intelligents, surmonter l'histoire et peut-être la réécrire dans le sens de leur pays. C'est toujours délicat de dire pourquoi ces 5 propositions et pourquoi pas d'autres. Je le répète, au niveau économique, il y a un fossé sur lequel on doit travailler parce que nos programmes sont très, très éloignés. Par contre, il y a 5 propositions, je pense, sur lesquelles on peut tomber tout à fait d'accord parce qu'en réalité, nos programmes sont très proches. Et en réalité, quelle que soit cette proposition, très souvent, c'est reprendre tout simplement le contrôle de notre destin et le contrôle de notre pays. La première, ce n'est pas une obsession, mais je pense qu'on a franchi un cap concernant l'immigration. Moi, j'ai travaillé pendant des années sur l'immigration quand j'étais parlementaire. À l'époque, on était sur des flux de 100 000 par an. Aujourd'hui, l'année dernière, on a été sur 370 000. On a changé de dimension. On a changé de dimension et à mon avis, on n'est pas du tout dans une poussée. On est au début d'un phénomène qui ne peut que s'amplifier compte tenu de la pression démographique des continents voisins. Aujourd'hui, soyons clairs, quand on regarde les pays d'immigration, ça n'a plus rien à voir avec la Syrie. Et donc, je pense que d'abord, la première mesure consiste à reprendre le contrôle de nos frontières si l'Europe refuse de prendre le contrôle de ses frontières. Moi, je reste partisan d'une politique européenne dans certains domaines. Mais force est de constater qu'entre M. Orban et Mme Merkel, ce n'est pas la même politique. Voilà. M. Orban prouve qu'on peut maîtriser, si on en a la volonté politique, ses frontières. Voilà.
L'idéal, c'est de le faire ensemble, parce qu'on a un espace commun. Mais si cela est impossible, et je crains que cela soit impossible aujourd'hui, en réalité, il faut tout simplement qu'on reprenne vraiment le contrôle de notre politique migratoire, parce que qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est un territoire, c'est une population, et c'est j'allais dire une civilisation. On est en train progressivement de perdre le contrôle de cette population. 370 000 par an, on sera rapidement dans quelques années à 500 000. Là, c'est un accélérateur énorme. Donc premier point, je pense, un accord sur une politique d'immigration. Deuxième point, un accord sur une politique de sécurité. La sécurité, je parle de la petite délinquance dans ce pays, a atteint un niveau hallucinant. Aujourd'hui, on ne s'émeut de plus rien. La moindre agression devient quasiment une banalité. Et en réalité, on voit que ce gouvernement continue un peu la politique de Mme Taubira, c'est-à-dire finalement, on a trop de prisonniers dans les prisons, donc vidons les prisons au lieu de construire des prisons, au lieu de faire respecter la loi. Certains vont trouver que je suis provocateur, mais il y a une formule que j'aime bien d'un président qui peut-être d'ici là aura été réélu président de la République en Russie, qui s'appelle Vladimir Poutine, qui disait qu'il faut rétablir la dictature de la loi. Parce que la dictature de la loi, c'est aussi ce qui protège le plus faible. Et aujourd'hui, en matière de sécurité, la permissivité a atteint un tel niveau que cette petite délinquance est en train d'exploser, de pourrir la vie des gens, et on est en train de baisser les bras. Les dernières déclarations de M. Macron sont un exemple, j'allais dire, c'est un dérivé light de la politique de Mme Taubira. Donc on doit trouver un accord là-dessus, notamment par exemple, le cas de la récidive doit être immédiatement sanctionné, les prisons ont à peu près 15% de mémoire de délinquants étrangers. L'idéal, c'est quand même de les renvoyer dans leur pays pour purger leur peine. Et d'autre part, je crois qu'il ne faut pas hésiter à rétablir la double peine. Alors je le dis très clairement, je fais partie de ceux, et c'est une erreur, parce que dans sa carrière, des fois on peut reconnaître qu'on a fait des erreurs. Je fais partie de ceux qui, à la demande de Nicolas Sarkozy, avaient voté non pas cette suppression de la double peine, elle existe toujours, mais enfin ces aménagements de la double peine qui font qu'en réalité elle est quasiment plus appliquée. Voilà, avoir une politique de sécurité très claire. Ensuite, je pense qu'il faut lutter contre l'islamisation de notre pays, pour être très clair. Voilà, chaque religion a sa place, mais on est quand même un pays qui a des traditions, qui a ses racines d'origine catholique, judéo-chrétienne. Chaque religion doit pouvoir exister, mais il y a quand même un certain équilibre à respecter, une certaine laïcité. Mais moi, je suis un peu contre la laïcité militante, parce qu'après, on en arrive à... Je me souviens d'une polémique totalement débile autour de Valérie Boyer, parce qu'à un écran, elle avait une petite croix et les ayatollahs de la laïcité lui hurlaient dessus. Voilà, je crois tout simplement, quand on voit ces procès hallucinants pour un crucifix qui est dans un croisement, etc., il faut se calmer. Il faut surtout éviter ce qui se passe au Canada, qui est en train d'être remis en cause, vous savez, ce qu'on appelle l'accommodement raisonnable, c'est-à-dire en clair, comme je respecte toutes les cultures, eh bien, écoutez, j'essaie d'améliorer la mienne pour ne pas vexer celle des autres. Non, il y a une culture dominante, il y a une culture historique. Je veux dire, chaque peuple a le droit de préserver ce qui fait son essence. Et on est en France, on respecte les autres religions, on demande simplement que l'essence de notre pays, ce qui fait sa spécificité, soit respecté. Quatrième, je vais essayer d'accélérer, quatrième priorité à mon avis, c'est peut-être de redonner une politique étrangère à la France indépendante. Voilà. On est aligné systématiquement sur les Américains. Et en plus dans une guerre économique qu'on sous-estime. Je vous invite à voir l'excellent film qui a été fait, vous le trouvez sur YouTube, sur la reprise de Alstom, et comment il y a une vraie guerre économique sur nos fleurons, et comme par hasard, cette guerre économique est menée par les Américains, qui sont nos alliés, qui sont nos amis, mais qui ne font pas de cadeaux, et qui, eux, savent défendre leurs intérêts. Ben, il faut qu'on ait la même chose, on fasse la même chose. On a des alliés, on a des amis, mais dans cette guerre, il faut aussi d'abord penser aux intérêts de la France, aux intérêts de notre pays, aux intérêts de nos emplois. Et puis aussi, je pense que sur la scène internationale, il faut arrêter ces leçons de morale permanentes qui font la joie de Bernard-Henri Lévy. Il y a un moment où il faut choisir son camp. Et choisir son camp, ça veut dire choisir là où est l'intérêt de la France. Je prends un exemple très concret, ce qui va peut-être choquer certains, mais en Syrie, le président actuel n'est pas un modèle. Mais c'est l'intérêt de la France qu'il gagne la guerre, parce que avoir la guerre gagnée par les Daesh et les djihadistes qui heureusement sont en train de perdre, c'est la pire des solutions pour la France.
Quand je vois les rapports et les sanctions qui pèsent sur la Russie, en réalité, on s'aborde une partie de notre agriculture. Ça ne change strictement rien à l'économie russe, puisque maintenant elle s'est installée dans ces sanctions qui lui ont même servi à se protéger dans certains domaines. Donc voilà, il faut retrouver une politique indépendante avec comme premier critère, non pas de faire plaisir à trois intellectuels, mais tout simplement de retrouver le sens de l'histoire et de l'intérêt de notre pays. J'oublie un dernier point qui est à mon avis la politique de la justice. On est parler de sécurité comme je l'ai fait, c'est bien, mais en réalité le dernier maillon, c'est la justice. Et on a une justice aujourd'hui qui a très peu de moyens et qui doit vraiment, je pense, d'abord retrouver des lois qui permettent tout simplement que le délinquant soit sanctionné, retrouver un certain nombre de moyens, et puis aussi retrouver une justice où l'État, tout en respectant l'indépendance des magistrats, ose affirmer une direction. Voilà. Quand je vois un certain nombre de décisions judiciaires, je tombe des nues. Quand j'étais parlementaire, j'avais sorti, en termes de provocateur, le guide du routard du sans-papier. Voilà. Parce qu'en réalité, quand vous êtes arrêté par la police ou la gendarmerie française, et quand vous êtes sans papier, selon que vous êtes jugé à Bobigny, à Toulouse ou à Nîmes, vos chances d'être expulsé passent de 1 à 4. C'est totalement anormal. Quand on voit certaines décisions rendues au niveau de la délinquance du quotidien, là aussi on a des choses totalement aberrantes. Donc je pense qu'il faut d'abord redonner aussi un peu de moyens à la justice, qui à l'heure actuelle sincèrement en manque. Là c'est une critique à la fois pour la gauche et la droite. Et dans ces priorités, il y a immanquablement reconstruire des prisons. La solution, c'est pas de libérer les délinquants, c'est par moment de mettre en prison tous ceux qui doivent y être. J'ai envie de vous dire, il ne faut avoir aucune exclusive. Voilà. Je pense qu'il y a ces 5 mesures principales, enfin ces 5 domaines principaux sur la justice, sur l'immigration, sur la sécurité, sur notre politique étrangère ou sur, j'ai presque envie de dire, la protection de notre identité. Voilà. Après, on a des désaccords énormes sur des sujets, notamment économiques. Voilà, je le dis en toute amitié, quand je vois le Front National expliquer qu'on peut retourner à la retraite à 60 ans, je voudrais bien qu'ils aient raison, mais malheureusement on ne peut pas. Ceci dit, est-ce que pour ça il faut tout bloquer? Je pense que là où on n'est pas d'accord, tout simplement il faut le mettre de côté. Essayons déjà de réaliser sur ce sur quoi on est d'accord. Voilà. Après, si je pense, alors là peut-être il y a une mesure, je pense à regret qu'aujourd'hui on ne peut plus revenir sur l'euro. Voilà. Je pense qu'on ne peut plus revenir sur l'euro et que parce que nos concitoyens ils sont trop attachés. Je pense d'autre part que malgré tous ces défauts, si nous étions encore au franc, on aurait une économie qui aurait été beaucoup plus fragile, même si elle avait retrouvé un peu plus de souplesse. Mais le vrai problème, à mon avis, c'est de changer la direction de l'Europe. Et c'est ce qui peut se passer aux prochaines élections. On est dans un contexte qui est complètement en train d'évoluer, où pendant des années, on avait le bloc socialiste et le bloc, on va dire, chrétien-démocrate, qui est représenté par le PPE, qui se partageaient le pouvoir en Europe. Aujourd'hui, d'abord, on voit à l'Est des choses qui n'ont plus rien à voir avec ça. Et avec, alors, immédiatement, ils ont l'étiquette infamante de régime populiste. Mais on voit des régimes qui, aujourd'hui, d'abord pensent à leur propre intérêt. On voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe en Autriche, et même dans des pays, je pense au Danemark par exemple, dans des pays très différents, il y a une autre politique qui est en train de se mettre en place. Donc moi je pense qu'il faut tout simplement essayer de réorienter cette politique monétaire et de faire en sorte qu'elle serve avant tout l'intérêt européen dans son ensemble et pas uniquement l'intérêt allemand. Voilà, mais en dehors de ça, parce que je pense que ce serait une grave erreur, et il y a quand même quelques repères. Même si, je répète, je fais partie de ceux qui ont voté non à Maastricht, qui ont combattu l'euro, mais il y a un moment où on ne peut pas tout chambouler. Voilà. Donc, ce serait peut-être la ligne rouge, à mon avis, qui serait une ligne rouge dangereuse. Voilà. Mais voilà, en dehors de ça, je pense qu'il ne faut pas avoir d'exclusive. Je répète, lisez, si vous avez le temps, l'histoire de comment s'est fait le programme commun, vous verrez que les fossés étaient énormes. Ils ont eu l'intelligence de laisser de côté ce qui les gênait, de gagner les élections et après de reprendre un certain nombre de dossiers. Bon, ça a été une réussite pour les élections, ça n'a pas été forcément une réussite la suite pour la France. Je vais compléter ce que vient de dire Thierry Mariani. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il a évoqué, en particulier sur le point concernant la Syrie. Vous savez que c'est un sujet dont je me suis occupé très directement.
et la Russie. J'ajouterais quelque chose qui est absolument essentiel pour le Parti chrétien-démocrate que j'ai l'honneur de présider. Je salue d'ailleurs sa secrétaire générale Marie Deblic qui est dans la salle, et puis Charles-Henri Jamin, Blandine Chrisman qui sont au bureau avec nous. Nous avons, nous, inscrit à l'article 2 de nos statuts, on ne pouvait pas le faire à l'article 1er parce que l'article 1er, c'est l'article qui dit que vous êtes un parti politique. Donc on ne peut pas tout faire. À l'article 2, nous avons inscrit que nous sommes engagés en politique parce que nous pensons indispensable de respecter la dignité de la personne humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Ce point est, de notre point de vue, absolument essentiel. Il gouverne énormément de politiques publiques. Bien sûr, les questions de bioéthique au premier chef. Et malheureusement, nous assisterons probablement à la légalisation de l'euthanasie dans les mois qui viennent, puisque je ne doute pas que la majorité d'En Marche la votera, malheureusement. Et je ne sais pas comment on pourra s'y opposer. On va essayer, hein, mais je n'ai pas non plus de désespoir. J'essaie d'être lucide sur ce sujet. Ça gouverne les politiques familiales et les moyens donnés aux familles. Ça gouverne les politiques pénitentiaires et le respect qu'on doit aux détenus. Ça gouverne les politiques publiques du handicap et le soutien qu'on doit aux personnes qui sont fragilisées. Ça gouverne les politiques sociales. Parce que de la conception à la mort naturelle, ça veut dire au début, à la fin de la vie et au milieu. Et nous essayons de porter, nous, cette cohérence entre le respect qu'on doit à l'intégrité physique de la vie humaine et le respect qu'on doit aux personnes pour leur donner le mieux possible des conditions de vie qui soient décentes. C'est ça, ce qui fonde notre engagement politique. Alors, mes amis, j'ai essayé de répondre une fois encore à la question telle qu'elle est posée, même si l'énoncé ne me convient pas exactement. Mais je vais faire comme si je ne le mettais pas en cause. Évidemment, vous êtes conscient que du fait que nous sommes la seule formation politique à être attachée à ce point, à ce principe, si on déboule dans un accord politique en disant « je veux ça, sinon il n'y a pas d'accord », vous êtes à peu près certain que dans l'état actuel des choses, il n'y aura pas d'accord. Donc, toute la difficulté qui est la mienne, qui est la nôtre, ça consiste à dire au moins qu'on soit d'accord sur des orientations qui respectent ces objectifs-là. Et qu'à défaut de pouvoir abroger jamais la loi Veil, ce qui arrivera peut-être un jour, mais enfin, ce n'est pas demain matin, au moins qu'on soit d'accord pour dire oui, l'interruption volontaire de grossesse est un problème, et donc on va tout faire pour essayer, au moins pour commencer d'en faire baisser le nombre. Ce serait déjà la reconnaissance collective du fait que la réalité est celle-ci. Oui, bien sûr qu'il y a des tas de questions qui sont posées par la bioéthique et les lois de bioéthique telles qu'elles sont, et c'est un sujet sur lequel j'ai, à titre législatif comme à titre philosophique, beaucoup travaillé. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut éviter l'effet de cliquet que Barbara Mazière évoquait tout à l'heure, en commençant, qui est une des malédictions de la vie politique française. Mais qu'au moins, sur ces questions, si on pouvait avoir la paix pendant un mandat, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais souvenez-vous, combien de personnes avez-vous entendu dire pendant la présidentielle, entre les deux tours, ou avant le premier tour, je vais voter Emmanuel Macron tranquillement parce qu'il réformera l'économie, et sur le reste, il ne touchera rien. Et moi qui suis attaché au sujet de société, machin, je suis tranquille, il ne touchera rien, donc je peux voter pour lui, la conscience tranquille, le cœur léger, la fleur à la bouche, et ainsi de suite. Moins d'un an après, vous voyez en réalité ce qu'il en est. Donc, le problème que nous allons nous avoir dans cet accord, je vous le dis comme nous l'avons vécu, et ça a été une réflexion que nous avons engagée aussi à l'occasion de l'élection primaire, c'est de devoir trouver des partenaires qui, non pas qui partagent nos convictions sur le fond, parce que malheureusement, il y en a dans toutes les formations politiques, et il y en a même un paquet. Mais entre ceux qui les partagent et ceux qui sont prêts à en faire le contenu d'un accord, pardonnez-moi, là on commence à trouver une certaine forme d'écart. Et entre ceux qui sont prêts à en faire le contenu d'un accord et ceux qui sont prêts à le dire publiquement, alors il y a encore une certaine forme d'écart. Donc moi je suis confronté à ce problème. Nous sommes confrontés à ce problème. C'est-à-dire l'exigence à laquelle je ne renoncerai jamais, parce que c'est le fond de ce que je crois. Et c'est le fond de ce que nous croyons. Et je ne prétends pas ni avoir l'exclusive, ni de médaille d'honneur, rien du tout. C'est la vérité de ce que nous sommes, tout simplement, et que nous portons dans le débat public. Cette exigence-là, nous ne l'abandonnerons pas. À nous de trouver le bon moyen pour la rendre acceptable d'une certaine façon, pour orienter les politiques dans un sens qui soit conforme à cette exigence, à défaut de pouvoir réaliser parfaitement ce que nous souhaitons. Ça, pour le coup, pardonnez-moi, il en est de ce sujet comme de tous les autres sujets, car l'action politique, par essence, au fond, c'est ça. Donc il y a cette question de la politique, de la dignité de la personne, de la conception à la mort naturelle. Je ne m'étends pas davantage parce que, de mon point de vue, de notre point de vue, c'est pas que ça résume tout.
Mais c'est le prisme à travers lequel je souhaite qu'on passe un accord. Alors après, et je termine par là, comment ça se décline sur les politiques fiscales en termes de taux d'impôt sur le revenu? Pardonnez-moi, que ce soit 18, 22 ou 26, ce n'est pas mon sujet. Combien est-ce qu'il faut de dotation globale de fonctionnement pour les communes? Monsieur le maire, j'étais maire aussi, et patron de collectivité, c'est très important, hein, je ne dis pas le contraire, on vit avec ça. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas du niveau de cette préoccupation-là, ce n'est pas de ça qu'on va décider dans cet accord. Je crois que ce qui serait nouveau, et là pour le coup je veux bien faire cette concession à mon ami Robert, que j'aime moi aussi, je veux bien dire qu'il est de droite de considérer qu'on devrait respecter la personne, parce qu'on accepte l'idée qu'il y a quelque chose qui doit échapper au pouvoir de l'homme. C'est ça. Le socle sur lequel je voudrais qu'on se mette d'accord. Sur le reste, je pense que Thierry Mariani a tout dit avant moi, et donc je ne m'attarde pas. C'est un peu difficile, d'abord parce que je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle, donc je vous avoue que je n'ai pas comme ça cinq valeurs qui viennent à l'esprit spontanément. Alors j'essaie de réfléchir un petit peu quand même. Évidemment, je suis d'accord avec Thierry Mariani quand il dit qu'il y a un problème central en France, c'est le problème de l'immigration. Évidemment, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il y a un second problème central en France, c'est la sécurité. Évidemment, je suis d'accord avec lui quand il dit que la sécurité, c'est pas sur un pied, c'est pas sur une jambe que ça doit marcher, mais sur deux jambes. Oui, il y a d'un côté la police, et oui, il y a de l'autre côté la justice. Et si la police est la seule à fonctionner, la seule à travailler, si la justice ne suit pas derrière, ça ne marchera pas. D'ailleurs, on le voit au quotidien. Enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est vrai que le nombre de fois où les gens viennent nous voir, alors surtout Robert, moi j'y échappe un petit peu, mais en disant « Ah là 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 là, mais je me suis fait agresser dans la rue » ou je ne sais pas quoi, et puis la police a relâché immédiatement le malfaiteur, ou la police a relâché immédiatement le petit délinquant, le petit dealer. Oui, enfin, c'est pas la police, c'est parce que derrière, le procureur n'a pas fait son boulot. Mais ça, les gens, c'est vrai que le voient pas. Donc, voilà, ça marche sur ça. La politique de la sécurité, ça doit marcher sur ces deux pieds. Oui, bien sûr, je suis d'accord aussi avec Jean-Frédéric. Les valeurs de liées à la famille, les valeurs liées à la bioéthique sont un pan extrêmement important de notre civilisation et on ne peut pas en faire l'impasse. Alors du coup, j'essaie de réfléchir en disant, finalement, on va tous dire la même chose, parce que je pense qu'on va tous être à peu près d'accord, peut-être pas sur les détails, mais en fait, il y a deux choses qui me semblent quand même très importantes. Alors c'est pas 5, c'est 2. La première, c'est le mot liberté, mais qui peut se décliner dans plein de domaines, donc c'est facile. C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté d'enseigner, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression, c'est voilà. Donc ça me semble être quelque chose qui est difficilement négociable pour moi, pour nous, je pense. Et la seconde, alors, c'est pas la même chose, mais qui me semble absolument primordiale, c'est l'éducation. Alors pourquoi l'éducation ? Je pense parce que aujourd'hui, malheureusement, on assiste dans beaucoup de familles à une démission. Une démission, alors je pense que ça touche un peu tous les milieux, il n'y a pas beaucoup de milieux préservés. Une démission des parents. Une démission des parents, il faut bien... voilà. Mais ça se voit tous les jours. Je veux dire que vous voyez le petit gamin qui est dans la rue et qui jette son papier par terre. Moi, j'ai souvenir... Alors, je vais citer la maman de Robert. Ça m'avait absolument effrayée. Mais la maman de Robert, qui a quand même un certain âge, elle a 94 ans aujourd'hui. Alors, c'était il y a quelques années, vous me direz, mais pas si longtemps que ça, qui nous racontait qu'elle était dans la rue et elle marchait encore bien à ce moment-là. Et devant elle, une petite fille qui buvait une canette de soda a jeté sa canette par terre. Et donc la maman de Robert l'a reprise en disant très gentiment, c'est une dame très gentille, hein. J'ai beaucoup de chance d'avoir une belle-mère comme elle. Et l'a reprise en disant, mais regarde, ne jette pas ta canette par terre, il y a une poubelle juste à côté. Tu fais 2 mètres et tu ramasses ta poubelle. Et c'est la maman qui s'est retournée vers ma belle-mère en l'insultant et en lui disant, de quoi tu te mêles, sale vieille. Enfin bon. Là, je pense que c'est un cas très, enfin, voilà, c'est très banal, effectivement, mais qui résume tout. Et donc, à un moment donné, si les parents sont démissionnaires, si les parents ne savent plus donner les bases à leurs enfants, eh bien, passons par l'école. Je ne le dis pas de gaieté de cœur, parce que j'estime
pour moi, j'estime que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Et ce n'est pas à l'école de le faire. Mais ça fait partie des débats qu'on a souvent, Robert et moi. Malheureusement, il y a des familles qui ne le font plus, qui ne sont plus capables de le faire, qui ont démissionné pour des tas de raisons. C'est pas à nous de porter des jugements, mais voilà, pour des tas de raisons, il y a certaines familles qui ne le font plus. Pour ces enfants qui sont laissés en totale liberté, mais qui partent à volo, si j'ose dire, pour ces enfants qui n'ont plus de repères, pour ces enfants qui n'ont plus de guide, pour ces enfants qui n'ont plus de principes directeurs, qui n'ont plus de valeurs auxquelles se référer, eh bien la solution, c'est quand même l'école. Et donc pour moi, l'éducation, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit au début, la liberté, ça passe aussi par la liberté de l'enseignement. Pour moi, l'éducation, ça reste quand même aussi un des axes prioritaires sur lesquels il faut revenir et réinvestir et en gardant encore une fois à l'esprit l'idée de la liberté quand même, parce que voilà, normalement c'est à la famille de le faire, mais quand la famille est défaillante, je pense que là, effectivement, ça doit passer par l'éducation. Voilà. Alors, c'est difficile d'en choisir 5, parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas chez nous, mais bon, je suis quand même profondément d'accord avec tout ce qui s'est dit avant, bien sûr. Sur l'immigration, je tiens juste à rajouter qu'il faut réagir vite, parce que l'immigration continue d'augmenter, qu'on est quand même le seul pays européen où l'immigration continue d'augmenter, que le gouvernement actuel débloque des fonds énormes pour l'immigration, et que je trouve qu'il y en a marre, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y en a marre de donner aux autres, et que les nôtres n'aient rien. Parce que je suis désolée, mais vous êtes là, vous êtes français, vous mériteriez, les agriculteurs mériteraient, les personnes âgées, les retraités mériteraient d'avoir plus de moyens. Donc l'argent ne va pas toujours à ceux à qui il faudrait qu'ils aillent. La sécurité, parce que c'est vrai que peut-être que pour un gouvernement, la principale action, c'est de protéger ses concitoyens. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a quelques lacunes. On en voit les résultats. Donc la sécurité, c'est important. La justice, parce que c'est vrai que les peines ne sont pas appliquées. Donc on voit beaucoup d'hommes, de femmes sortir alors qu'ils n'ont pas purgé leur peine. Alors c'est vrai que les bracelets électroniques, c'est bien beau, mais comme ça, ils sont tranquilles, ils sortent, voilà, ils sont à l'aise. Et puis après, il y a tellement de choses. Il y a la bioéthique, donc ça c'est sûr que c'est un sujet vaste et qui peut être discuté. Mais également la ruralité, les médecins. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de choses à revoir. Voilà. Oui, avant d'évoquer les 5, non pas propositions, mais orientations que je crois important de mettre au cœur du débat, et du travail que nous aurons à mener pour réaliser cette plateforme commune, je veux préciser que sur la méthode pour réaliser cette plateforme, on a une forme de code de bonne conduite à avoir et à observer de manière assez sincère entre nous. Je crois qu'il faut systématiquement appeler à l'unité, au rassemblement, aux alliances. Et en tenant ce discours-là, eh bien, ce discours fera son chemin parmi nos compatriotes, de droite ou de gauche, mais ici à droite. Je crois aussi qu'il faut éviter le dénigrement. Je crois que dès l'instant où nous avons dans les partis politiques qui sont voisins ou dans les mouvements que nous côtoyons à l'échelle nationale ou locale de bonnes initiatives, eh bien, quels que soient les différends que nous pouvons avoir, parce que le passé est là, eh bien, il faut dépasser ces différends et toujours encourager les bonnes initiatives que les partis politiques ou les mouvements ou les personnalités politiques de notre famille de pensée peuvent promouvoir. Je pense qu'avec cet état d'esprit-là, nous pourrons grandement avancer et mettre du carburant, en quelque sorte, dans la construction de cette plateforme. Plateforme qui existe d'une certaine manière, puisque la page n'est pas blanche, Jean-Frédéric Poisson est présent, mais si Nicolas Dupont-Aignan avait été là, vous auriez pu entendre déjà un développement sur un travail qui a été réalisé depuis le mois d'octobre et qui me paraît être l'embryon
d'une plateforme autour de laquelle nous pourrions travailler. Je pense qu'on doit déjà prendre ce document, le travail considérable qui a été réalisé par un certain nombre de personnalités ici présentes dans cette salle, et à partir de ce travail, l'étoffer, chacun apportant sa sensibilité, son expertise, son savoir, son expérience. Je pense qu'on n'a pas à écarter ce qui existe déjà. Je crois que cette plateforme des amoureux de la France, nous devons ici tous collectivement la saluer. Alors, si je devais donner quelques orientations, car je refuse de me livrer un portrait chinois qui est toujours très insatisfaisant et très frustrant, j'essaierai de vous dire que, au pinacle de ce que je crois important dans le combat politique et le nôtre, c'est la question de la souveraineté. Car sans souveraineté, vous n'avez pas la main sur le frein à main, le volant, qui vous permet d'avancer votre véhicule. Encore une fois, il faut bien comprendre que si nous n'avons pas un certain nombre d'attributs de souveraineté, il ne sert à rien de vouloir révolutionner notre pays, révolutionner les mœurs et révolutionner les pratiques passées si nous n'avons pas les moyens pratiques de pouvoir faire cela. Alors, c'est vrai que j'ai évolué, moi, considérablement sur cette question par le passé. J'avais plutôt une tendance à penser qu'il nous fallait, pour parvenir à retrouver nos marges de souveraineté que nous avons perdues depuis 20-30 ans, à sortir de l'Union européenne, à sortir de la zone euro et à sortir de l'espace Schengen. Moi, j'ai changé sur ces sujets-là. Je n'hésite pas à le dire et je le fais valoir parmi mes amis au sein du Ciel. Je crois qu'on doit évoluer parce qu'on doit tirer l'expérience de ce qui se passe ailleurs dans l'Union européenne et notamment regarder ce que font nos amis hongrois, nos amis tchèques, slovaques, polonais, le groupe de Visegrad. On a là, avec le groupe de Visegrad, un bloc eurosceptique qui décide de rester au sein de l'Union européenne et de faire bouger les lignes parce qu'ils sont l'expression fidèle de la volonté de leur peuple. Et lorsqu'Orban dit en 2015 à Bruxelles « Je refuse les quotas migratoires que vous voulez nous imposer », y compris au risque de supporter des sanctions financières considérables que l'administration technocratique de Bruxelles voulait imposer, eh bien, un an après, en septembre 2016, c'est Bruxelles qui plie, et ce n'est pas Budapest. Ça veut dire que les traités européens conservent une certaine plasticité et qu'on peut, avec un vrai rapport de force, faire bouger les lignes. Et si la France prend la tête de ce bloc eurosceptique, avec les pays latins dans son sillage, je suis persuadé qu'on arrivera à cantonner la puissance du bloc rhénan autour de l'Allemagne, autour des pays du Benelux et de la Scandinavie. Ça, c'est un pari politique qui n'est pas du tout hasardeux, que je tire de l'expérience concrète au vu de l'actualité politique européenne de ces dernières années. Et je pense qu'on peut rester aussi dans l'espace Schengen parce que je préfère avoir la protection de mes frontières que je souhaite aussi rétablir, mais aussi avoir une deuxième protection au pourtour de notre continent, car une double protection vaut toujours mieux qu'une seule protection. Et je pense aussi que pour la zone euro, en attendant de voir cette zone s'effondrer par elle-même, parce qu'elle s'effondrera un jour ou l'autre, eh bien, il faut mettre au service de l'économie réelle cette monnaie qui n'est pas pour l'instant le cas, mais dont on voit quand même une certaine souplesse si on suit bien l'actualité de la BCE de ces derniers mois. Donc la souveraineté, mais au sein d'une Union européenne réorientée politiquement, une Union européenne qui protège. Deuxièmement, l'identité, c'est le cœur de mon engagement politique. J'aurais pu mettre la question de l'identité de la France au premier chef, mais encore une fois, je suis quelqu'un de pragmatique. On ne peut agir sur le réel politique que si on a les moyens de pouvoir mettre en application sa politique. Et de ce point de vue-là, je crois que la question identitaire, elle est centrale. C'est la question de la sauvegarde et de la préservation de notre modèle de société, notre modèle de civilisation. Je crois que la France est une société qui repose sur une histoire, sur un patrimoine, sur un art de vivre, sur des coutumes, sur des pratiques vestimentaires, et que la composante chrétienne est vraiment centrale. Il faut que notre pays considère que la France ne se résume pas aux institutions de la République, à la devise, au drapeau. La France, c'est aussi un rapport charnel que nous devons entretenir avec notre histoire. C'est la question identitaire qui est mise à mal par un certain nombre de périls, le chaos migratoire que nous avons à nos frontières, qu'il faut absolument enrayer, l'islamisation de la France, qui est un phénomène considérable, qui est à l'œuvre partout et pas simplement dans les banlieues. Ce sont des enjeux considérables et je crois que cette orientation-là doit être aussi faire partie de la grammaire idéologique sur laquelle nous devons travailler. Troisième point, comme l'a indiqué Jean-Frédéric Poisson, et l'engagement chrétien qui est le mien est aussi là pour animer cette proposition, c'est la dignité humaine. Je crois qu'on
on ne peut pas concevoir la politique dans notre famille de pensée à droite si on ne considère pas qu'on doit mettre en avant le primat absolu de la dignité humaine, ce qui suppose évidemment la préservation de la vie, de la conception à la mort naturelle, mais également penser à la protection des êtres les plus faibles, les êtres plus vulnérables. Et si on va jusqu'au bout des choses, d'une certaine manière, penser au maintien des services publics qu'on ne cesse de démanteler un petit peu partout dans nos territoires, c'est aussi se battre pour aussi permettre aux personnes les plus vulnérables et les plus faibles d'avoir un accès à des services auxquels ont leur droit aussi. Quatrième proposition, après la souveraineté, après l'identité, après la question de la dignité humaine, je pense qu'il nous faut reconquérir des libertés aujourd'hui perdues. Je pense qu'effectivement, dans l'entreprise, dans le monde syndical, dans les médias, il y a un certain nombre de bâtilles qu'il nous faut renverser. Et je crois que la question des libertés est aussi une question absolument centrale. Et je ne développerai pas non plus la question de l'éducation, qui est un droit absolu des familles de pouvoir éduquer comme bon leur semble leurs enfants. Et puis, dernier bloc de propositions, puisque je ne suis pas sur des propositions précises, mais sur des orientations, je crois qu'il faut aussi redonner la voix au peuple, à l'expression démocratique, qui est souvent verrouillée par les technocraties qu'elles se trouvent à Bruxelles, à Paris, mais aussi dans certaines baronnies régionales. Il nous faut déverrouiller l'expression démocratique, l'expression populaire, et je crois qu'effectivement, la question du référendum d'initiative populaire doit être revue pour qu'elle soit beaucoup plus accessible et beaucoup plus réelle. Voilà les 5 blocs d'orientation que je crois important de poser sur la table. Et je pense qu'on peut avoir un consensus autour de ces grands blocs d'orientation, à partir desquels, évidemment, il s'agira de décliner orientation par orientation les mesures sur lesquelles nous pourrons demain bâtir cette plateforme pour, encore une fois, proposer aux Français une alternative à la politique libérale, libertaire d'Emmanuel Macron. Je ne vais pas recommenter chacun des 5 points sur lesquels je crois nous sommes dans un consensus quasi absolu à la suite de M. Mariani. Moi, je voudrais insister sur une ambiguïté, je trouve, enfin 2 ambiguïtés qui traversent la droite française, à la fois le Front National et, je pense, les autres partis politiques. C'est la question du souverainisme. Je pense que le souverainisme est une notion extrêmement intéressante en ce qui concerne l'État. Mais il devrait s'accompagner d'un deuxième volet qui est le souverainisme ou la souveraineté de la société par rapport à l'État. Nous sommes dans un pays extrêmement jacobin et une des raisons pour lesquelles beaucoup de dégradations par la loi qui sont imposées par des groupes de pression, par des lobbies, par des intérêts privés, par des groupes idéologiques, par des réseaux de pouvoir, etc., s'imposent à la société, c'est que l'État est omniprésent dans la vie des Français. Et je crois qu'il est vain de croire que si nous nous libérons de certaines pesanteurs de l'Europe, nous regagnerons des libertés en interne. Et pour moi, il y a une chose qui est frappante. Les agriculteurs français souffrent de la politique agricole commune, mais étrangement, dans les autres pays européens, beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'en France, l'État leur impose 20% de fiscalité et de charges en plus. Et que c'est leur marge qui est mangée par l'État français et non pas par la communauté européenne. Alors moi, je n'ai jamais considéré que le souverainisme était la panacée. Je suis dans un parti qui a tendance à le proclamer. Il y aurait 2 piliers, la souveraineté de l'État par rapport à l'Europe et donc la question de l'immigration, et puis en même temps la sécurité et le fait qu'on lutte contre une certaine forme d'islamisation. Mais je pense que ces 2 choses-là sont une des conséquences de l'État, de la politique par exemple, de l'État qui a été antinataliste à la fin des années 60, particulièrement sous Giscard, et dans les années 70. Je pense que l'immigration n'est pas uniquement le fruit de l'Europe, mais le fruit de notre dénatalité. Dans des pays qui ont une natalité forte, il n'y a pas d'immigration forte. Je pense que très souvent la droite inverse les sujets et prend les causes pour les effets et vice-versa. Donc séparer de la société de l'État, c'est interdire à l'État de se mêler d'un certain nombre de choses dans lesquelles, objectivement, il n'a rien à faire. C'est par exemple redonner aux parents le droit d'avoir un avis sur la gestion des écoles, comme ça se fait dans la plupart des pays anglo-saxons, où il existe des comités de parents qui sont élus et qui exercent un droit de contrôle sur ce qui se passe dans les écoles. Alors je sais qu'en France, ça peut sembler étonnant.
Les enseignants n'y sont pas prêts, puisqu'ils se pensent omniscients, et donc l'éducation nationale également. Mais il y a comme ça des espèces de citadelles d'État qui font que parce qu'elles existent, tout peut ensuite passer jusqu'aux citoyens et, j'allais dire d'une certaine façon, l'opprimer. Moi, je pense qu'il faut séparer la société de l'État. À partir de ce moment-là, le problème de l'école, le problème de la natalité, le problème des régions, le problème des autonomies régionales, moi je crois beaucoup que l'identité française ne peut pas survivre s'il n'y a pas d'identité régionale. Je pense même que la disparition des langues régionales a permis la disparition d'une forme d'identité nationale. Tous les pays d'Europe parlent deux langues. En Allemagne, tout allemand parle le Plattdeutsch, une langue locale, et l'allemand. En Espagne, il en est de même. En Italie également. Dans beaucoup de pays d'Europe. En Angleterre également, contrairement à ce qu'on croit. On parle le gallois et l'anglais, etc. Et il y a une langue à la fois maternelle et une langue paternelle. La langue paternelle, c'est la langue nationale. Oui, tout à fait, je sais. Mais le problème, c'est que c'est parce que nous n'avons pas su apprendre à ces jeunes immigrés des cultures locales. Oui, mais j'ai bien compris. Mais je la prends tout à fait au sérieux parce que je crois que c'est ce qui s'est produit. Et il se produit même le fait suivant, c'est que ces jeunes Arabes créent une culture locale qui imprègne les jeunes Français. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut cette séparation. Et je ne suis pas du tout dans l'analyse qui consiste à dire qu'il s'agit de libéralisme. L'Europe n'est pas libérale, elle est socialiste. Elle est la transposition des principes du socialisme. Et donc, on parle très souvent de libéralisme, d'ultralibéralisme dans la droite. Moi, je pense qu'en réalité, le libéralisme, en tout cas la liberté, c'est la liberté de contracter. Or, précisément, elle a été enlevée au peuple, elle a été enlevée à la société, aux grands corps sociaux français. Et qu'à partir de ce moment-là, on est, nous, conceptuellement, les gens de droite, dans une difficulté face à la gauche, parce que nous utilisons les mots de la gauche et les concepts de gauche pour lutter contre elle. Et je pense qu'il faut que nous ayons une culture de droite en renversant la charge de la preuve et en disant nous ne voulons pas que l'État soit la matrice de la société. Nous voulons que le peuple puisse exprimer, soit consulté, ait un pouvoir réel, constant. Alors, il y avait l'idée des référendums, c'est une des manières de faire. Il y a les votations en Suisse. On voit que ça permet souvent d'empêcher et de bloquer certaines choses. Imaginez comment la Manif pour tous, il y a eu un référendum. Je pense que le résultat aurait été acquis dans le sens, je pense, moi, du refus de la loi. Mais bon, en tout cas, il y aurait eu un vrai débat. Il y aurait eu un vrai débat et il n'y a pas eu de vrai débat. Il y a eu un débat, certes, massif, mais il n'y a pas eu un débat institutionnel. Et c'est tout le problème, c'est que nous, gens de droite, nous acceptons de fonctionner dans un cadre de gauche. Et moi, je pense qu'il faut renverser le cadre de gauche pour recréer une plateforme qui soit acceptable pour les Français, dont qu'ils puissent s'approprier. Autrement dit, il faut faire une contre-culture de droite. On parle beaucoup de mai 68. Mai 68, la culture de mai 68 imprègne encore la société française. Je rejoins ce que vous disiez, Robert Ménard, au tout début. Nous n'avons pas gagné totalement la bataille des idées parce que nous empruntons toujours le vocabulaire et les mots de gauche dans le cadre de la gauche, jacobin, étatiste, socialisant, redistributeur. Moi, je regrette. Les allocations familiales ne sont pas la meilleure façon d'aider la famille aujourd'hui. Elles financent la natalité immigrée depuis 40 ans. Et donc, je pense qu'il y a d'autres modèles pour aider la famille. D'ailleurs, Jacques Bichot, qui est un enseignant, un spécialiste de la famille, un économiste, a proposé d'autres modèles. Le parti auquel j'appartiens en avait eu connaissance. Un certain Florian Philippot a estimé qu'il fallait rejeter ce projet parce que ça aiderait les familles catholiques conservatrices. Donc le projet Bichot est passé à la trappe. Voilà, ce sont des exemples. Mais je dis ça à propos du Front National parce que je le connais, mais je pense qu'au Parti républicain, ça aurait été la même chose. Et voilà, donc la protection sociale doit être réappropriée. Pourquoi vouloir restaurer le système de 1945 qui était une économie de guerre, on sortait de la guerre? Pourquoi vouloir refaire le pompidolisme des années 70 avec un État stratège, etc. Tout ça ne fonctionnera jamais. Et je pense qu'il faut, et c'est cela que je voulais vous dire, je ne vais pas revenir sur chacun des points, c'est changer complètement la culture politique de la droite pour redonner l'esprit de responsabilité, l'esprit de la dignité humaine, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça devrait être constitutionnalisé, le respect de la personne humaine, ce qui réglerait de façon générale toutes les tentatives d'intrusion sur ce point.
l'autonomie des corps sociaux, la famille, les provinces, etc., les professions. Et ça, du coup, ça jouerait un rôle également sur l'enseignement, la formation, la culture. Je crois, par exemple, que le système de subventions généralisées dans lesquelles on vit en France devrait être abandonné. On devrait retourner à un système celui des fondations, où une association... Moi, je me suis beaucoup occupé de lobbying. J'ai eu une vie associative intense, enfin, en tant que professionnellement. Et il est beaucoup plus facile de courir les couloirs des ministères pour avoir des subventions que de convaincre ses concitoyens de vous financer par le don. Et je pense que l'économie du don, c'est également quelque chose de droite que nous devons valoriser. C'est-à-dire que si on donne, eh bien, c'est une façon de voter pour tel ou tel projet. Voilà, je voulais dire cela parce que je pense que si on ne le dit pas, on se condamne à s'enfermer en partie sur le terrain de l'adversaire. Je vous remercie. Mais écoutez, c'est positif parce qu'on est tous d'accord quand même. Non, c'est important de voir qu'on est tous d'accord. Alors, je mettrai juste une information parce que c'est un chiffre toujours que je trouve terrible. Oui, terrible. Aujourd'hui, le Nigeria en Afrique par rapport à la démographie. La démographie, c'est la base de l'histoire. Après, on parle du reste. Le Nigeria aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est le pays le plus peuplé d'Afrique, fait plus d'enfants que toute l'Europe réunie. Il faut juste que vous gardiez ça en mémoire pour vous dire où on va aller quand même. Où on va aller. Non mais c'est juste pour aller dans votre sens. Alors, une fois que je dis on est à peu près tous d'accord, je mettrai un bémol parce qu'il y a deux réserves. La première, c'est qu'on a soigneusement évacué la question économique et sociale, où là, d'un coup, ce ne serait pas le même unanisme, et on a évacué la question de l'Europe et l'attitude par rapport à l'Europe. Or, un petit peu quand même, parce qu'après les choix... Non, mais là, j'ai vu que tu avais beaucoup évolué et tout. Mais je suis content, attendez, mais moi j'évolue, je ne pense pas la même chose qu'il y a 4 ans. Bien sûr, attendez, vous n'avez jamais dit des conneries, vous? Enfin, tu vois, on en dit tous. On exclut quand même 2 terrains qui sont les terrains. Regardez Macron pendant le débat. Il a vite compris sur le moment où il allait taper sur Marine Le Pen, outre qu'elle n'a pas été bonne, c'était évidemment le caractère ouvriériste, comme quand j'étais marxiste, on disait, sur son programme économique, et d'autre part sur la question européenne, parce qu'elle balbutiait sur ce qu'il fallait faire. Il y a ça. Et puis, ça, c'est mon premier bémol. Mais vous verrez, je suis très positif sur la conclusion. Le deuxième bémol, c'est qu'ici, il n'y a juste pas les représentants de ces 2 gros partis qui structurent la droite dont on parle. Pardon, il y a vous, mais enfin, vous êtes hyper minoritaire. Et Dieu sait, moi, les minoritaires comme ça, je les applaudis. Je ne vous connaissais pas, vous êtes formidables. Donc, je suis d'accord. Mais enfin, les représentants... Ça dépend si c'est la direction du parti ou la base du parti. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment... oui, mais je sais bien, moi, je suis allé à Agde la dernière fois, il y a quoi? Il y a 3 semaines, exprès invité par le Front National. J'ai dit tout ce que je pensais comme mal du Front National. Ils m'ont applaudi du début à la fin, tu vois. Je me suis dit, finalement, je vais adhérer au Front National, cette version-là. Non, mais je plaisante pas. Je veux dire, c'est qu'on a, outre quand même que la question économique et sociale, c'est un vrai problème. Et tu l'as dit, Jean-Frédéric, c'est quand même là-dessus qu'il y a les vrais désaccords. Et on n'en parle pas. Ici, il y a des visions différentes. Non, mais disons les choses. La deuxième, c'est que, pardon, ici, vous êtes minoritaire dans le Front National et Mariani est un électron libre dans les Républicains. Je ne dis pas que... Attendez, ça ne me décourage pas. J'essaye juste de dire les choses. On n'a pas autour de la table. Je sais, on l'avait fait à Béziers, que j'ai invité tout le monde à Béziers, sauf que les 3 représentants officiels du Front National, ils se sont cassés en espace de 2 heures. Ils n'étaient plus là. Et oui, à 14h, ils n'étaient plus là et ça avait commencé le matin à 11h. Alors tu te dis que ça n'a pas... Et c'était sur 2 jours quand même. Tu dis qu'il y a un problème. Quant aux Républicains, ils ne sont juste pas venus, quoi. Même les gens les plus proches de nous. Donc ça, c'est mon deuxième bémol. Mais c'était avant la présidentielle, Robert. On est après la présidentielle. La conclusion que je fais, c'est que peut-être il faut déjà commencer avec les gens qui sont ici. Peut-être,
Je suis même prêt, pour te faire plaisir, à dire moins de mal d'un parti qui naîtrait de nos rencontres, qui serait peut-être girondin, horizontal, ouvert, plus démocratique et tout. Enfin bref, un rassemblement, une structure qui nous regroupe. Peut-être là, il y a des gens qui sont... Toi, tu étais très proche du Front National, vous êtes au Front National. Toi, tu étais quand même dans la mouvance des Républicains, quand même. C'est la gauche, je dirais, la droite. Quel lapsus. Non, mais là, tu es la droite plus sérieuse, moins montrée du doigt, plus de gouvernement. Non, mais c'est pas une critique. Nous, on est plus... Non, mais j'essaie d'être positif. Il veut pas. Ici, là, nous trois, c'est un peu les baronnies du Sud, avec ce que... Ben oui, les baronnies, tu vois. Voilà, Philippe de Villiers, qui est notre pote, je pense qu'il dit à peu près la même chose et tout, même s'il ne veut pas trop faire de politique, mais enfin sur la métapolitique. Peut-être que, voilà, ce que tu écris toi, ça va quand même dans le même sens, pas loin, enfin je te lis. Voilà, je me dis peut-être qu'on devrait commencer ensemble. Alors c'est vrai qu'après, c'est dans les détails que le diable se loge, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de rentrer tout de suite dans les détails. Non, mais c'est très important. Moi, j'ai été très séduit par la façon, sur les questions de bioéthique. Je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec toi. Mais la façon dont tu as posé les choses, je trouve que c'est une manière de se retrouver d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un minimum, je veux dire, on n'est pas tous d'accord sur la lecture qu'on fait de l'euthanasie. Moi, je pense que la loi Leonetti, par rapport à ce qu'on nous prépare, c'est quand même mieux, quoi, tu vois. Et peut-être que... Non, mais c'est déjà bien. Si on est déjà d'accord là-dessus, on se dit peut-être qu'on va défendre ça tous ensemble, faute de ne pas être d'accord. Ce serait déjà mieux que ce qu'on va nous proposer demain. Pareil sur les questions d'avortement et tout ça. Donc, je me dis que se dessine là, ce soir, une façon de poser des questions qui, positivement, c'est-à-dire qui nous permettent ensemble d'apporter des réponses. Ce que tu disais, je pense que c'est possible de trouver et d'éviter les clivages qui ont fait toujours qu'on ne s'est jamais regroupé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on le fait? Je ne sais pas. Maintenant, il faut faire une autre réunion et discuter de comment on traduit ça. Je sais, non, mais c'est sérieux comment on le traduit. Comment on traduit ça? Parce que sinon, si on doit en parler là et puis plus se revoir et tout, je veux dire, on peut se retrouver aussi dans 2 ans et recommencer le même débat. Moi, je n'ai pas envie de recommencer le même débat. Il y a des échéances. Il y a une échéance européenne. Il y a une échéance municipale. Ce n'est pas de même nature. Voilà comment on essaye de traduire ça. Mais là, il me semble qu'on a défini en gros, un panel de sensibilités, de propositions un peu communes. Ensuite, il faudrait les affiner et tout. Et peut-être une méthode qui fait que chacun, on est devenu un peu adulte. On a mis du temps. On arrête. Attends, moi, je viens du trotskisme. Et oui, parce que j'étais, avant d'être au PS, j'étais très, très à gauche. Et très à gauche, on était capable de se déchirer sur un texte, tu vois, de Trotsky de 1913 qu'il avait écrit parce qu'on pensait à 3 tendances qu'on n'était pas capable de se mettre d'accord. Pardon, je vais vous dire, la droite de la droite, elle est pareille. Hein. Moi, j'ai eu l'impression 30 ans après de tomber sur les mêmes. Exactement les mêmes, aussi fou furieux, aussi près d'expliquer à tour de rôle que si tu n'étais pas d'accord sur ce point, tu es un traître potentiel. Non. On a tellement de choses qu'on partage en commun qu'on va juste se concentrer sur ça et oublier la sémantique qui fait... Tu l'as bien dit, l'histoire, il l'a dit, Marianne, tu l'as dit, Jean-Frédéric, l'histoire qui nous a divisés et tout. On ne va pas passer notre vie là-dessus, on va mourir. Voilà, donc, je pense qu'on a quelques idées communes, qu'il y a la question sociale où il faudra trouver la même méthode pour essayer de ne pas en faire un thème de division terrible, qu'on pourrait commencer par bosser les gens qui sont là, à peu près tous. Là, en gros, il y a tout le monde. Il y a depuis la droite de gouvernement jusqu'à la droite de la droite de la droite. Je ne sais pas comment dire, d'opposition. Et il y a toutes les tendances et on est tous d'accord. Mais comment ça se fait que demain, il faut le traduire demain dans un accord?
Donc ça sera l'appel d'Angers. À Angers sera né... Non, mais je le dis sérieusement, un appel à la raison, à l'utilité, en se disant on partage tellement de choses ensemble, un pragmatisme entre nous, où on ne s'envoie pas à la figure le passé, les idées, les programmes, on s'en fout un peu quand même sur l'essentiel. Attendez, on ne peut pas à la fois, et je finis là-dessus, on ne peut pas à la fois dire que notre pays vit une crise terrible, une crise d'identité, et ça on le dit tous. Si c'est vrai qu'on est dans une situation aussi difficile pour notre pays, peut-être qu'on peut tous ensemble taire un certain nombre de choses, se concentrer sur l'essentiel et de se dire, avec cette crise-là, regroupons-nous, retrouvons-nous et essayons de répondre à l'urgence. Le reste, on verra après. Oui, un mot, simplement pour dire, c'est ma conclusion. En attendant de réaliser la grande alliance, effectivement, faisons la petite alliance. Avant de réaliser l'alliance de LR au Front National, tâchons entre nous de trouver les bases d'un accord programmatique. Je crois qu'il est acquis. Il faut multiplier les contacts, les rencontres, créer des complicités, favoriser les amitiés. On se connaît tous depuis Béziers, on s'apprécie. Il faut continuer à faire ce travail de terrain et au plan national. Et puis lançons un processus, un cap. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir d'ici la fin de l'année des états généraux qui pourraient se tenir à Béziers, pourquoi pas, la boucle serait bouclée. Et là, nous pourrions réaliser un Big Bang politique et créer cette nouvelle force politique. Parce qu'au-delà de notre discussion de ce soir, il faut quand même que nous puissions nous quitter avec un cap politique. Et je crois que cette petite alliance, nous pouvons la réaliser en attendant cette grande alliance. Et je crois qu'on doit lancer un processus avec l'objectif de tenir cette manifestation à la fin de l'année ou début de l'année 2019, avec cette volonté de créer cette plateforme de droite, cette plateforme nouvelle. Bah écoutez, je crois qu'on a eu une soirée extrêmement productive. C'est l'appel d'Angers, selon les propres mots de Robert Ménard. Merci infiniment d'avoir été aussi attentif aussi longtemps. Mine de rien, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ça fait 3 heures que vous êtes ici et que vous avez écouté ces différentes interventions, ces réponses. Je crois qu'on peut remercier infiniment nos différents intervenants qui ont joué le jeu de répondre aux questions, de vous parler sincèrement. Et eh bien, le résultat est celui que vous avez constaté. Il y a certes des divergences, il y a des sensibilités différentes, mais il y a incontestablement une convergence pour la naissance et l'émergence d'une droite alternative. Merci infiniment à eux et je vous demande de les applaudir encore très fort.